Une loi agricole de 900 millions bouleverse soudain l'équilibre régional. Son ampleur financière, inattendue pour une réforme perçue comme technique, contraste avec la réaction feutrée mais déterminée des villages burkinabés, tandis que les analyses américaines redoutent qu'un tel revirement législatif ne déclenche une réaction en chaîne au Mali, au Niger ou au Ghana, redistribuant les équilibres commerciaux, déstabilisant les stratégies biotechnologiques installées et exposant, selon plusieurs notes internes, un risque durable pour l'influence agro-industrielle occidentale. Quel basculement annonce vraiment ce geste porté par Ibrahim Traoré? Une trajectoire inattendue pourrait s'ouvrir. Ce texte de loi de 900 millions ne se résume plus à un ajustement réglementaire. Il redéfinit le rapport de force entre un État sahélien et les puissances agro-industrielles qui structuraient jusque-là ces marchés. L'enjeu pour le public est clair. Comprendre comment une décision juridique peut remodeler un secteur entier tout en révélant, derrière son apparence administrative, une confrontation stratégique portant sur la souveraineté, la dépendance technologique et la capacité d'un pays à reprendre le contrôle de ses ressources les plus fondamentales. Cette compréhension offre un bénéfice net. Saisir les mécanismes concrets qui transforment une réforme agricole en instrument de puissance. Un micro-hook s'impose toutefois. Si le Burkina Faso a pu provoquer une telle onde de choc, que se passera-t-il si plusieurs États du Sahel adoptent simultanément des mesures analogues? Cette question ouvre le champ des possibles, éclairant la portée réelle d'un choix qui dépasse largement les frontières nationales et interroge les modèles d'influence établis dans les capitales occidentales. La première révélation tient à l'ampleur même du geste. Une loi évaluée à 900 millions de dollars destinée à réorienter tout un modèle productif rompant avec plus d'une décennie de domination des semences génétiquement modifiées. La seconde, tout aussi décisive, surgit lorsqu'on observe son effet immédiat. Trois pays du Sahel, Mali, Niger, Ghana, apparaissent dans les notes diplomatiques américaines comme candidats potentiels à une réforme parallèle, signalant qu'un choix perçu comme isolé pourrait devenir un précédent régional. Ces deux éléments redessinent entièrement le paysage initial. Les analyses internationales, d'abord centrées sur la nature juridique de la mesure, doivent intégrer une dynamique géopolitique inattendue. Un État de taille modeste choisit de reconfigurer les règles du jeu. Et cette décision produit une onde de choc qui traverse les couloirs politiques de Washington. Dans ces échanges internes, la crainte n'est plus seulement économique. Les conseillers américains évoquent la possibilité qu'un abandon collectif des OGM dans le Sahel modifie durablement l'architecture commerciale qui soutenait les stratégies exportatrices des entreprises biotechnologiques américaines. Le levier d'influence reposant sur la standardisation variétale apparaît fragilisé. Sur le terrain burkinabé, le mouvement suit une logique inverse. Les villages comme Wahigouya accueillent la réforme avec une attention silencieuse, révélatrice d'un basculement culturel profond. Les agriculteurs y voient un reste d'autodétermination. Restaurer des variétés indigènes préservées pendant des générations, rééquilibrer des sols affaiblis par les cycles OGM et réduire une dépendance structurelle envers les firmes occidentales. Les récits communautaires s'organisent autour d'une même idée. La souveraineté commence par la graine. À partir de ce double cadrage, tension extérieure, reconquête intérieure, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère politique. Son nom revient dans les analyses régionales comme l'expression d'un leadership assumant une ambition claire: transformer une décision législative en pivot stratégique pour tout le Sahel.
Dans les villages burkinabés, les premiers signaux tangibles ne viennent ni des rapports officiels ni des débats diplomatiques, mais de la manière dont les communautés réapprennent à gérer leurs ressources. Le cas le plus souvent cité est celui d'un cultivateur de la région de Koudigou. Pendant plus de 10 ans, il a alterné entre semences importées et variétés locales, observant une dégradation progressive de la fertilité de son sol. Lorsque la nouvelle loi est entrée en vigueur, il a décidé d'abandonner entièrement les semences OGM et de revenir aux graines traditionnelles. En 2 cycles agricoles, il dit avoir retrouvé une stabilité qu'il n'avait plus connue depuis les années précédant la généralisation des biotechnologies brevetées. Un second exemple, tout aussi révélateur, provient de Wahiguya. Une petite coopérative féminine y conservait discrètement, depuis des années, des lots indigènes transmis par les aînés. Leur travail, longtemps marginal, a pris une importance nouvelle dès l'annonce officielle de la réforme. Les chercheuses et techniciens locaux se sont tournés vers elles pour documenter des variétés oubliées, comprendre leur cycle et identifier leur capacité d'adaptation au climat du Sahel. La coopérative, jusque-là invisible, est devenue un point d'observation clé dans l'étude des trajectoires agricoles post-OGM. Dans ces 2 cas, un même fil narratif se confirme: les transformations agricoles ne prennent sens que lorsqu'elles se matérialisent dans les pratiques quotidiennes. Ibrahim Traoré apparaît alors comme une figure de convergence, son discours mettant en avant la souveraineté agricole comme cadre d'action plutôt qu'un simple slogan politique. Les communautés s'y reconnaissent parce qu'elles en perçoivent déjà les effets. Une réforme n'existe que si elle change les gestes. Le déclencheur survient au moment précis où la loi de 900 millions de dollars est rendue publique. Les premiers comptes rendus, relayés dans la presse internationale, insistent sur une décision inattendue rompant avec les cycles antérieurs d'intégration des biotechnologies. Les observateurs américains décrivent un geste abrupt, suffisamment puissant pour déstabiliser l'un des rares marchés encore considérés comme stables pour les cultures génétiquement modifiées. Dans les heures suivant la diffusion du texte, plusieurs analystes du département de l'agriculture des États-Unis adressent des notes internes à leurs supérieurs. Si le Burkina Faso confirme l'exclusion des semences OGM, un effet domino pourrait frapper simultanément le Mali, le Niger et le Ghana, reconfigurant l'équilibre régional. À Washington, cette hypothèse circule rapidement dans les couloirs institutionnels, provoquant une série de discussions discrètes entre conseillers, stratégiques et représentants des industries biotechnologiques. Le point culminant intervient lorsque des documents confidentiels révèlent une inquiétude beaucoup plus large que la simple contraction du marché. Les entreprises Monsanto et Bayer, engagées depuis des décennies dans la structuration des filières agricoles africaines, expriment publiquement leurs réserves. Elles redoutent non seulement une diminution de la demande, mais aussi la remise en question de l'architecture commerciale qui soutenait l'expansion de leurs produits. Les rapports diplomatiques américains identifient la réforme burkinabé comme un risque de contagion normative susceptible de réduire l'influence des États-Unis dans les négociations agro-commerciales. Cette formulation, rare et carrera dans les documents techniques, marque une rupture. Un pays sahélien de taille modeste est présenté comme un acteur capable de déplacer des lignes géopolitiques établies. L'évocation répétée du nom d'Ibrahim Traoré dans les analyses régionales renforce cette perception. Les conseillers américains y voient l'affirmation d'un leadership assumant ouvertement l'objectif de souveraineté agricole, un objectif perçu comme susceptible de fédérer plusieurs États voisins. L'après-coup se manifeste d'abord dans les villages burkinabés, où les annonces officielles suscitent un mélange de soulagement et de gravité. Les témoignages décrivent des familles se remémorant les saisons où les semences génétiquement modifiées promettaient des rendements rapides mais laissaient des sols épuisés, fragilisant les économies domestiques.
Les récits d'endettement transmis de génération en génération trouvent dans cette réforme une forme d'interruption symbolique. Dans plusieurs localités du Nord, les coopératives commencent à inventorier des variétés indigènes longtemps marginalisées. Des centres de recherche ruraux, modestes mais actifs, testent la résilience de ces graines face au climat du Sahel. Les réunions communautaires deviennent plus fréquentes, transformant une décision juridique en mouvement social structurant. Cette rémanence révèle la profondeur du basculement. La réforme ne se limite plus à un cadre administratif. Elle enclenche une recomposition durable des pratiques agricoles et des rapports de pouvoir. Dans cet espace inédit, l'action d'Ibrahim Traoré occupe une place centrale, articulant une vision qui dépasse largement les frontières nationales. La ligne de base se situe dans les années où les semences génétiquement modifiées dominaient l'ensemble des circuits agricoles du Burkina Faso. Le delta apparaît lorsque le basculement législatif de 900 millions de dollars vient interrompre cette trajectoire. Ce montant, cité dans toutes les analyses, agit comme un indicateur d'ampleur. Il signale un choix suffisamment massif pour remodeler un secteur entier en un laps de temps réduit. Le premier repère quantitatif concerne les rendements des cultures traditionnelles. Les archives montrent que les variétés importées promettaient des gains rapides, mais les sols perdaient progressivement leur cohésion. Les familles rurales se trouvaient alors contraintes de multiplier les intrants. Un premier chiffre structure donc le débat. Une décennie complète d'usage, OGM, a suffi pour installer une spirale économique que les communautés décrivent comme difficilement réversible. Cette durée soutient l'idée d'une érosion lente mais cumulative des sols sahéliens, affectant la stabilité productive. Le deuxième repère, présent dans toutes les notes diplomatiques américaines, concerne l'éventuelle extension régionale de la réforme. Trois pays, Mali, Niger, Ghana, sont identifiés comme candidats plausibles à un basculement parallèle. Ce triptyque illustre une menace perçue par Washington, une contagion normative susceptible de réduire l'influence biotechnologique américaine. Le troisième repère touche à la reconstitution des variétés locales. Dans plusieurs zones rurales, les coopératives ont recensé plus d'une centaine de lots indigènes, mais seule une dizaine a été jugée immédiatement exploitable. Ce faible ratio suggère une base fragile mais réelle pour reconstruire une filière endogène durable. À partir de ces trois à chiffres, une cartographie plus fine du mouvement en cours devient possible. Les données indiquent que la transition n'est pas uniforme. Dans certaines localités, la réorientation vers les semences indigènes exige une adaptation technique. Irrigation, rotation des cultures, soutien agronomique local. Dans d'autres, les agriculteurs observent une cohérence quasi immédiate entre les variétés traditionnelles et des sols qui semblent se stabiliser après plusieurs saisons sans OGM. Les chercheurs agronomes notent que cette transition pourrait réduire l'usage d'engrais chimiques, un changement jugé stratégique pour la résilience écologique. Les observations récoltées dans les villages confirment également une transformation organisationnelle. Les ateliers se multiplient, les échanges de semences reprennent un rôle structurant, les coopératives deviennent des relais techniques autant que sociaux. Cette dynamique reflète l'une des orientations explicitement évoquées par Ibrahim Traoré dans ses discours. Inscrire la souveraineté agricole dans un cadre mesurable, où chaque indicateur, sol, rendement, diversité variétale, témoigne d'une trajectoire durable plutôt que d'un simple geste politique. L'analyse montre enfin que les chiffres ne servent pas à clore le débat mais à éclairer la direction de la réforme. Ils révèlent un mouvement qui recompose simultanément les comportements agricoles, les rapports commerciaux et les anticipations diplomatiques. Le delta observé depuis l'adoption de la loi continue d'élargir l'écart avec l'ancien modèle, confirmant qu'un pivot structurel est en cours au Burkina Faso.
Deux thèses structurent aujourd'hui l'affrontement conceptuel autour de la réforme semencière du Burkina Faso. Selon la première, défendue par plusieurs institutions occidentales ainsi que par les grandes firmes agro-industrielles, l'abandon des semences génétiquement modifiées affaiblirait la capacité productive du pays. Cette position soutient que les OGM représentent un outil d'efficacité permettant de stabiliser les rendements dans un climat difficile. Les notes techniques américaines évoquent le risque d'un recul technologique pouvant marginaliser le Burkina Faso au sein des chaînes globales de valeur. Les partisans de cette approche mettent en avant la standardisation variétale comme fondement essentiel de l'intégration commerciale. La seconde thèse, portée par les communautés rurales et par plusieurs chercheuses et chercheurs du Sahel, avance une lecture inverse. Les témoignages les témoignages de Koudigou et de Wahigouya décrivent des sols épuisés après les cycles OGM, des dettes prolongées et une dépendance croissante envers les intrants importés. Les variétés indigènes, mieux adaptées aux conditions sahéliennes, offrent une stabilité écologique qui, selon eux, constitue le seul socle viable pour restaurer la fertilité des terres. Cette ligne d'argumentation considère que la souveraineté agricole n'est pas un principe idéologique mais une condition matérielle pour éviter les spirales d'appauvrissement. Pour répondre de manière Stillman, il faut confronter ces deux visions aux éléments empiriques fournis par les premières observations. La loi de 900 millions de dollars n'a pas provoqué l'effondrement redouté par ses critiques. Elle a déclenché une recomposition régionale où le Mali, le Niger et le Ghana envisagent des réformes similaires. Ce comportement collectif contredit l'idée d'un isolement technologique dangereux. Parallèlement, les données issues des villages confirment que la restauration des variétés locales s'accompagne d'effets mesurables sur la qualité des sols et sur la réduction des intrants. L'un et l'autre constat indiquent qu'un modèle alternatif peut émerger sans reproduire les fragilités du précédent. Ainsi, le débat ne se résout ni par la célébration d'un retour au passé, ni par la défense mécanique des biotechnologies, mais par la reconnaissance d'un faisceau de données qui redirige l'analyse vers une question centrale. Quelles conditions assurent réellement la durabilité productive d'un pays sahélien? Un pivot silencieux s'installe. Cette inflexion apparaît lorsque les observateurs internationaux comprennent que la réforme burkinabé ne répond plus uniquement aux pressions extérieures. Elle devient un moteur interne de réorganisation agricole. Les réunions communautaires décrites dans les villages du Nord montrent une coordination nouvelle entre agriculteurs, techniciens et chercheuses locales, dessinant un maillage social bien plus dense que ne le laissaient penser les premières évaluations américaines. Cette cohésion émergente indique que la loi ne se limite pas à un cadre administratif. Elle sert désormais d'ossature à une reconstruction méthodique des pratiques rurales, où la circulation des semences, la transmission des savoirs et l'ajustement des cycles de culture acquièrent une importance centrale. Dans cette phase intermédiaire, la présence d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Ses interventions, souvent reprises dans les discussions régionales, ne se contentent plus de défendre l'indépendance agricole, elles fonctionnent comme un point de ralliement autour duquel se cristallise une vision partagée de souveraineté. Ce déplacement symbolique élargit la portée de la réforme, qui cesse d'être perçue comme un acte isolé pour devenir un repère stratégique dans l'ensemble sahélien. Les effets concrets de la réforme se déploient désormais sur plusieurs plans, chacun révélant une facette distincte du basculement engagé par la loi de 900 millions de dollars et renforcé politiquement par la trajectoire défendue par Ibrahim Traoré. Les impacts ne sont ni simultanés ni homogènes.
mais ils composent un ensemble cohérent où les transformations agricoles, sociales, économiques et régionales s'entrelacent, niveau national, NN. Dans les campagnes burkinabées, la réorientation agricole modifie la structure même des systèmes de culture. Les variétés indigènes, longtemps marginalisées, redeviennent des références partagées. Les témoignages évoquent des sols qui, après plusieurs cycles débarrassés des semences OGM, semblent retrouver une stabilité perdue. Les centres de recherche ruraux observent des signes de récupération écologique dans les zones les plus touchées par l'appauvrissement des terres. L'État accompagne cette dynamique en encadrant la circulation des semences locales et en facilitant leur disponibilité. La logique de souveraineté mise en avant par Ibrahim Traoré trouve dit qu'une traduction pratique, car les agriculteurs se perçoivent à nouveau comme gestionnaires directs de leur patrimoine variétal. Dimension économique, DN. La suppression progressive de l'achat de semences brevetées entraîne une réduction nette des dépendances financières. Les exploitations rurales dégagent davantage de marge, tandis que la diversification des variétés locales ouvre de nouvelles filières. Mil, sorgho, huile régionale, qui stimulent l'activité dans les marchés intérieurs. Les les coopératives féminines et les petites unités de transformation signalent une circulation accrue de la valeur au sein du pays. À l'international, la réaction est vive. Monsanto et Bayer expriment leurs inquiétudes tandis que les gouvernements occidentaux redoutent la contraction d'un marché qu'ils considéraient comme stabilisé. La réforme agit ainsi comme un révélateur des fragilités structurelles du modèle agro-industriel global. Niveau social, ND. Les effets sociaux se manifestent dans la réorganisation des dynamiques communautaires. Les réunions de village deviennent des espaces d'apprentissage intergénérationnel où l'on reconstitue des catalogues variétaux à partir de lots conservés par les aînés. Les jeunes agronomes collaborent avec les groupes traditionnels pour documenter les cycles de croissance, les résistances, les propriétés écologiques des semences locales. Cette circulation renouvelée des savoirs transforme la réforme en mouvement social, dépassant largement son origine juridique. La parole publique d'Ibrahim Traoré, reprise dans ces espaces communautaires, sert de repère symbolique et légitime une réappropriation collective des ressources agricoles. Kish Ruat Vung KV. Effet régional. À l'extérieur, la propagation du modèle burkinabé constitue l'un des signaux les plus suivis. Les rapports diplomatiques indiquent que le Mali, le Niger et le Ghana examinent déjà leur propre politique semencière, observant de près l'évolution burkinabé. Cette possibilité d'alignement régional est perçue comme un risque stratégique pour Washington et Bruxelles. Dans le Sahel, elle est lue comme une opportunité de coopération fondée sur la protection des variétés indigènes et la réduction de la dépendance biotech. Le Burkina Faso devient ainsi un point de référence pour les discussions continentales. Les 6 à 12 prochains mois constituent une zone charnière pour mesurer la solidité réelle du modèle agricole engagé au Burkina Faso. Les données issues des réactions internationales croisées avec les dynamiques internes décrites dans les villages permettent d'esquisser 3 trajectoires cohérentes qui structurent dès maintenant les anticipations diplomatiques et économiques. Base. Dans l'hypothèse la plus probable, les tendances observées se prolongent à un rythme maîtrisé. Les coopératives locales poursuivent l'inventaire des semences indigènes, tandis que les centres de recherche ruraux affinent leurs protocoles de sélection. Washington et Bruxelles maintiennent leur pression, mais sans déclencher de mesures coercitives majeures.
Les pays du Sahel multiplient conférences et échanges techniques, cherchant à comprendre si l'exemple burkinabé peut être reproduit. L'économie nationale continue de rééquilibrer ses coûts grâce à l'abandon progressif des variétés brevetées. L'action d'Ibrahim Traoré reste perçue comme un signal de cohérence politique, consolidant la dimension stratégique de la réforme. Dans cette version amplifiée du mouvement actuel, le basculement burkinabé déclenche un alignement explicite du Mali, du Niger et du Ghana, qui adoptent ou préparent des lois similaires. Une coopération structurée apparaît, centrée sur la conservation variétale, la mutualisation des données et l'harmonisation partielle des normes semencières. À l'intérieur, les filières émergentes se stabilisent plus vite que prévu grâce au développement de petites unités de transformation. Le Burkina Faso, porté par l'image de souveraineté affirmée autour d'Ibrahim Traoré, devient un laboratoire régional de réorientation agricole durable. Ici, les réactions occidentales se durcissent. Des mesures commerciales ciblées rendent plus complexe l'accès du Burkina Faso à certains marchés. Les multinationales biotechnologiques intensifient leurs campagnes critiques, introduisant des doutes dans quelques communautés rurales. Si les infrastructures agricoles n'évoluent pas suffisamment vite, des poches d'instabilité peuvent apparaître, notamment dans les zones où les semences locales exigent un accompagnement technique soutenu. L'effet domino régional ralentit alors, obligeant le pays à gérer simultanément pressures externes et inégalités internes. Recommandations de méthode. La grille d'analyse la plus robuste consiste à distinguer clairement facteurs structurels et facteurs conjoncturels, diversité variétale, organisation communautaire, infrastructure d'une part, pression internationale et fluctuations de marché d'autre part. Cette séparation évite de surestimer les chocs extérieurs et permet d'évaluer avec précision la résilience du modèle défendu par le Burkina Faso. Les effets de la réforme ne se limitent pas aux dimensions juridiques ou économiques. Ils s'inscrivent profondément dans la vie quotidienne de plusieurs groupes sociaux. Chacun d'eux perçoit dans cette transformation un ensemble d'opportunités et de contraintes qui, mis bout à bout, éclairent la reconfiguration silencieuse du Burkina Faso. Population rurale. Pour les agriculteurs, la transition vers les semences indigènes représente bien plus qu'un changement technique. Les communautés réorganisent leurs pratiques autour de variétés locales redevenues centrales. Une piste pour consolider ce mouvement serait de renforcer la formation à la gestion des cycles variétaux, notamment en matière de résistance au climat sahélien. De petits programmes de microcrédit pourraient également soutenir les producteurs dans leurs premiers ajustements. Économie agricole. La dynamique économique observée depuis l'adoption de la loi suggère un recentrage de la valeur au sein du pays. En réduisant les importations d'OGM, les exploitations conservent davantage de marge. Une manière d'accompagner ce redéploiement serait de créer des marchés de niche pour les produits locaux, mil, sorgho, huile régionale, tout en explorant des ouvertures ciblées vers l'exportation. La diversification ainsi obtenue renforcerait l'autosuffisance alimentaire à moyen terme. Tissu social et transmission intergénérationnelle. Les villages deviennent des lieux d'apprentissage renouvelés où aînés et jeunes agronomes échangent méthodes, savoirs et pratiques de conservation. Pour amplifier cette dynamique, la mise en réseau de ces acteurs jouerait un rôle structurant. L'inclusion accrue des femmes, déjà centrale dans plusieurs coopératives, pourrait accélérer la diffusion des pratiques agricoles durables. Cette réarticulation sociale montre que la réforme ne transforme pas seulement les cultures, mais également les relations qui soutiennent l'économie rurale. La mise en œuvre de la réforme semencière demeure un processus exigeant,
dont la réussite dépend de la capacité des acteurs à coordonner leurs efforts autour d'un cadre opérationnel cohérent. Afin de consolider les acquis déjà observés et de donner une profondeur durable à la trajectoire voulue par Ibrahim Traoré, plusieurs étapes structurantes peuvent être définies comme éléments d'un véritable plan d'action. Renforcer la formation technique des agriculteurs. Un programme de formation à large échelle doit être déployé pour accompagner la maîtrise des variétés indigènes. Gestion des sols, rotation des cultures, sélection des semences, adaptation au climat sahélien. L'objectif est de créer une base de compétences suffisamment stable pour éviter les écarts entre régions. Développer des infrastructures adaptées, l'amélioration de l'irrigation, la modernisation des systèmes de stockage et la mise en place d'unités locales de conservation variétale constituent des leviers essentiels. Sans ces structures, les progrès observés dans les villages risquent de s'essouffler. Structurer des partenariats régionaux, une coopération intersahélienne consacrée à la protection des semences locales permettrait d'harmoniser les normes, de mutualiser les données et de créer un espace politique partagé. Cette dynamique renforcerait le poids collectif des États intéressés par le modèle burkinabé. Intégrer l'agriculture indigène dans les filières éducatives. Introduire ces savoirs dans les écoles, centres de formation et universités assurerait une continuité générationnelle et ancrerait la réforme dans un horizon de long terme. Encourager l'entrepreneuriat rural. La transformation des produits locaux, la production de semences et la valorisation des filières régionales doivent devenir des secteurs soutenus, capables de générer des revenus nouveaux. Le retour vers les pratiques villageoises observées à Koudigou et à Wahigouya sert désormais de motif central pour comprendre la portée intime de la réforme. Ces lieux, où les gestes agricoles avaient été remodelés par les cycles OGM, deviennent les témoins d'une réappropriation progressive des savoirs. La coopérative féminine mentionnée plus tôt, autrefois perçue comme un îlot marginal, illustre aujourd'hui une dynamique plus vaste. Le passage d'une dépendance technologique à une souveraineté façonnée par les communautés elles-mêmes. Dans cette trajectoire, la figure d'Ibrahim Traoré opère comme un fil conducteur. Ses prises de position publiques, largement relayées dans les espaces ruraux, ne se limitent pas à une affirmation politique. Elles fonctionnent comme un catalyseur symbolique pour des groupes qui retrouvent un rôle actif dans la gestion de leurs ressources. Le geste législatif initial, centré sur une loi de 900 millions de dollars, devient une matière vivante dès lors qu'il se traduit dans les pratiques des cultivateurs, des coopératives et des centres de recherche. Ce mouvement s'accompagne d'une idée simple, réapparue au fil des témoignages. La souveraineté commence par la graine. La réforme portée par le Burkina Faso dépasse désormais la technique agricole pour devenir un symbole partagé, celui d'une autonomie construite patientement, geste après geste, dans les villages où se reconstituent les variétés indigènes autrefois marginalisées. Cette trajectoire inspire, parce qu'elle montre qu'un pays peut redéfinir son rapport à la terre sans rompre avec son histoire, tout en questionnant les modèles imposés depuis l'extérieur. La démarche initiée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré souligne qu'une politique agricole peut ouvrir un espace de réflexion collective où se rencontrent agriculteurs, chercheuses, coopératives et responsables publics. Chacun y trouve une place, chacun peut y projeter une manière d'habiter durablement les territoires sahéliens. Reste alors une interrogation ouverte adressée à celles et ceux qui observent cette transformation. Comment participer, même modestement, à la préservation des semences, des savoirs et des pratiques qui structurent la résilience d'un pays? Cette question invite au dialogue autant qu'à la transmission.